démarrer alors la dernière partie de ce rallye. J'espère que tout s'est bien passé dans vos ateliers. Celui auquel j'ai participé, eh bien, s'est très bien passé. On aurait été frustrés de ne pas avoir un moment d'échange après les présentations. On a un peu débordé. Mais on peut maintenant de toute façon adapter le timing de la dernière phase, c'est-à-dire commencer par une présentation de petites synthèses et enchaîner directement avec un table ronde, c'est-à-dire prolonger la discussion, recueillir vos questions et discuter des sujets qui nous semblent les plus importants. Alors, nous avons 3 experts qui ont chacun d'eux a assisté à un atelier, pourra donc maintenant nous en donner une petite synthèse. Il y a Dorothée Kozlowski de l'Université du Mons, qui est conseillère en pédagogie universitaire et qui, je pointe simplement, est co-autrice avec Sophie Leclou d'un dossier pédagogique intitulé Travail de groupe en enseignement supérieur. Moi-même, j'avais pas mal consulté, publié en 2019, et pas mal d'autres publications certainement, mais voilà, celle-là était vraiment en lien avec notre thématique du jour. Véronique, je vais un peu vite, comme ça on a le temps pour la discussion. Véronique Jans de l'Université de Liège. Alors bon, voilà ce que j'avais trouvé comme information, c'est que vous êtes docteur en sciences de l'éducation, vous avez travaillé pas mal de temps, 13 ans je pense, dans divers services universitaires, ECRIFA notamment, et que maintenant vous êtes collaboratrice avec Tiverne Manfredini. Vous co-enseignez dans certaines unités d'enseignement, je pense, et donc en lien avec le département de psychologie, plus précisément la psychologie du groupe, des organisations. Donc là, c'est aussi un point de contact avec notre thématique. Et enfin, Robert Charrier, qui était dans mon atelier, donc j'ai pu discuter déjà un peu avec lui, qui est professeur à la faculté des sciences appliquées de l'Université de Liège, qui est aussi, encore pour un petit temps, président de l'IFRES et spécialisé dans la pédagogie par projet. Donc également en lien avec, bien sûr, avec notre thématique. Ce sont nos 3 experts. Donc alors, je pense, on n'a pas déterminé d'ordre. Qui veut commencer après? Oui. Atelier 1, atelier 2, puis atelier 3, on va faire comme ça. Voilà. Ok, pour quelques minutes. Je pense que le micro n'est pas nécessaire, vous m'entendez? Oui. Ok. Sinon, vous faites signe et je prends le micro. Voilà, donc quelques minutes pour résumer l'atelier. C'était la demande et le défi. Alors, comme tout le monde, à mon avis, je serai à la fois partielle et partiale. Mais c'est les règles du jeu. Donc, voici un petit peu voilà, ce qui ressort de l'atelier 1. Alors, je vais commencer par le plus facile. Les évidences, c'est qu'on nous a témoigné de 2 expériences, somme toute fort différentes. Première vue, très contrastée. Donc, Madame Quesada, elle travaille au département sciences de la santé et de la motricité. Donc, pour nous parler d'un dispositif qui regroupe à peu près 10 profils d'étudiants différents. Et puis Catherine Collot nous a parlé, elle, de sa fac de bio-ingénieur, des étudiants de bac 1, donc un profil d'étudiants qui arrivent, on va dire, en enseignement supérieur. Tandis qu'en sciences de la santé, ça concernait le bac 3, donc plutôt une fin de cursus. 60 étudiants du côté des sciences de la santé, 140 à 180 dans le dispositif de Catherine Collot. Un dispositif présenté sur 7 journées en sciences de la santé, présenté sur un quadrille à Jean-Loup. Un dispositif chez Madame Quesada qui concerne prioritairement la résolution de cas cliniques pour ces étudiants donc, qui viennent d'horizons, enfin de disciplines différentes, autour d'un cas d'un patient. Et donc on travaille principalement avec des vignettes cliniques. Et l'objectif, c'est vraiment de résoudre un cas clinique en interdisciplinarité. Et Catherine Collot, son dispositif, il concerne plutôt la résolution d'une question d'actualité en environnement. Et c'est vraiment un point de départ pour ces étudiants de bio-ingénieurs, puisqu'elle nous expliquait que l'idée, c'est de trouver du sens aux cours de base, qui sont parfois un peu rébarbatifs, de bio-ingénieurs. Donc voilà, il y a des choses très très différentes de prime abord. Aussi, j'ai oublié de le dire, un travail exclusivement en présentiel ici pour le dispositif de Madame Quesada et un travail presque exclusivement à distance chez Catherine Collot. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans la même pièce? Évidemment, c'est peut-être plus intéressant d'essayer de dégager de ce qui a été dit plutôt quelques lignes de force et je dirais qu'ils font écho à la conférence initiale. Et là, je ne vais pas pouvoir être exhaustive parce qu'il y a vraiment beaucoup de points et c'était vraiment très riche d'entendre les 2 interventions.
Peut-être une première ligne de force qui m'a marquée, c'est vraiment l'importance que vous avez soulevée toutes les deux de la formation, de la sensibilisation des étudiants au départ, avant même d'entrer dans le travail de groupe, de les préparer un minimum au travail de groupe. Donc vous le faites avec des modalités différentes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais finalement ça rejoint toutes les deux avec vraiment des formes très différentes, un peu le modèle de Gibbs, ce qui nous dit pour faire un travail en groupe, il faut vraiment se poser 3 questions essentielles et vous les posez à vos étudiants. En somme, qui sommes-nous? 2, qu'avons-nous à faire ensemble? Et 3, comment va-t-on s'organiser pour cela? Et vous prenez vraiment un temps qu'on sait nécessaire avant de démarrer un travail de groupe. Deuxième ligne de force qui traverse vos projets, c'est la présence des tuteurs des deux côtés. Donc, l'organisation de tels gros dispositifs, ça nécessite de la main-d'œuvre encadrante. Et donc, vous travaillez avec des tuteurs avec un avantage. Alors, c'est parfois des profs, parfois des personnes même venant du milieu professionnel dans le cadre de Catherine Collot, avec les forces que c'est vraiment des gens qui vont pouvoir accompagner, superviser les groupes. On voit une nuance où, en tout cas vous décrivez, Madame Quesada, le tuteur à un moment donné en accompagnement du groupe, il va être très présent au début, puis il va quand même de plus en plus se retirer et le groupe va se construire. Et chez Catherine Collot, on voit le tuteur quand même assez présent et régulièrement en accompagnement des étudiants, mais donc plus dans une modalité à distance. Je trouve que vous avez illustré toutes les deux, du coup, alors c'était très présent dans le titre de Madame Quesada, mais c'est très présent aussi dans ce que tu as dit, Catherine, illustrer cette idée que on essaye en tout cas, c'est une tentative de passer d'un groupe à une équipe. Et c'est peut-être la définition de Katzenbach et Smith qui peut nous aider. C'était aussi une interrogation, enfin un commentaire de la conférence initiale. Il dit tout simplement une équipe, c'est un groupe mature, un groupe de travail mature, et vous essayez vraiment d'amener vos étudiants à un peu plus de maturité, même si vous dites le travail n'est pas fini, on l'a initié et on a semé des graines à ce niveau-là. Alors, au niveau de l'évaluation, là je vais pouvoir résumer tout parce qu'on s'est rendu compte que ça a pris les 25 minutes du temps imparti de nous décrire les dispositifs, tellement ils sont complexes. Et j'ai envie de dire que là, vous nous avez vraiment montré l'importance de cette triple concordance, objectif, méthode, évaluation, puisque à dispositif très complexe, vous avez des systèmes d'évaluation multiples. Donc, il n'y a pas une évaluation finale, mais il y a à la fois de l'évaluation formative, de l'évaluation certificative, de l'évaluation à différents moments, donc évidemment, et sur différents objets, sur la matière travaillée, mais aussi sur la capacité de travailler en équipe, de différentes façons, parfois par des présentations orales, parfois par un rapport réflexif, parfois par un devoir à rendre qui est évalué par les tuteurs, donc une multitude de rapports, jusqu'à, on en a discuté longuement en fin d'atelier, jusqu'à une évaluation, dans le cas de Catherine Collot, de la participation effective de chaque membre du groupe. Et elle nous a montré à quel point le système il a été travaillé. Et c'est peut-être là-dessus qu'elle a... Je trouve que c'est intéressant de voir qu'un tel dispositif, il ne se pense pas une fois pour toutes, mais il a vraiment été remis au travail avec des évaluations, de la régulation pour essayer d'améliorer le système, pour arriver in fine à un système où les étudiants n'évaluent plus avec juste une cote. Là, on sait qu'il y a parfois vraiment des règlements de compte, mais elle s'attend vraiment à avoir un rendu qualitatif à partir de commentaires et d'une grille critériée qu'elle propose aux étudiants pour se positionner sur l'engagement de chacun, sur le fait qu'il a été présent, sur l'attitude de chacun, sur son écoute, etc. Voilà. Si vous voulez avoir vraiment les détails des évaluations qui sont très très riches, je pense que vous les trouverez dans leur PowerPoint ou en passant directement par elles. Mais peut-être j'ai juste envie de terminer par cette idée que vraiment on a eu des témoignages qui ont montré le focus qui est mis, en tout cas dans ces deux sections-là, dans ces deux, dans cette haute école, dans cette faculté-là, le focus qui est mis sur l'importance d'acquérir vraiment des compétences de travail en équipe pour vos étudiants. Alors je l'ai entendu beaucoup dans une perspective professionnelle, même s'ils sont en bac 1, c'est important de déjà les sensibiliser à, et Catherine Collot en bac 1, elle travaille avec des alumni, donc les tuteurs, ce sont des gens du terrain qui viennent aussi témoigner que eux, dans leur job, ils ont besoin du travail en équipe. Évidemment, dans un projet comme Madame Quesada, où on est
à devoir en groupe penser en équipe pluridisciplinaire, à devoir délivrer un plan de soins pour un patient qui a qui présente différentes pathologies et où on a besoin d'interdisciplinarité, c'est très proche du métier que ces étudiants vont exercer. Mais moi, ce qui m'a questionné, c'est que je me dis, au-delà de ça, vous allez encore plus loin et vous ne cloisonnez pas l'enseignement supérieur entre les murs des écoles, mais on voit aussi des enjeux sociétaux qui sont très forts et très présents dans ce que vous dites, dans ce qui est demandé aux étudiants de s'engager, de prendre des responsabilités, de prendre des positions par rapport aux autres. Et donc je trouve que ça, ce sont des défis qui dépassent même le professionnel et qui va pouvoir aussi les aider, je pense, dans d'autres types d'engagement qu'ils pourraient avoir au niveau sociétal. Et peut-être que c'est aussi une des missions pour l'enseignement supérieur, mais ça c'est une question que je vous relance. Merci. Merci beaucoup. Deuxième atelier. Alors dans cet atelier, deux témoins également. D'une part, Géraldine Griven, qui travaille en sciences informatiques à l'Université de Liège. D'autre part, Jean-François Scheppers, qui travaille à la Haute École Charlemagne dans la filière management du tourisme et des loisirs. Et donc des domaines radicalement différents, ce qui fait la richesse de ce genre de présentation. Alors si je prends la première moitié de l'atelier, hein, donc avant la pause, parce que ce qui m'a particulièrement frappé, c'est toute la dimension feedback réflexif, etc., qui a été mise en place dans l'un comme dans l'autre projet. Géraldine Griven s'adresse à une centaine d'étudiants en première année de Sciences Info, premier quadrimestre, donc vraiment des tout jeunes. Jean-François Scheppers s'adresse à 74-75 étudiants, bloc 2, sur un projet de médiation culturelle. Donc, on n'est pas au même moment, mais dans les deux cas, il y a une dimension feedback, dialogue entre étudiants et enseignants, dans un sens comme dans l'autre. Il me semble que ces dimensions-là sont vraiment une des richesses de cela. Je pense que c'est vraiment un des outils importants et que ces projets de groupe permettent justement de faire ça. Et ça dans des formats radicalement différents, parce que dans le cas de Géraldine Griven, donc des Sciences Info, le projet qui a été présenté se déroule sur un temps assez court, hein, c'est une demi-journée, une petite demi-journée, où les étudiants doivent travailler et ça doit être assez soutenu. Hein, je pense que c'est pas simple de mener tout ça de telle sorte à ce que ça se déroule dans un temps aussi court. Un des retours des encadrants est d'ailleurs de dire que c'est la première fois dans ce cours-là qu'ils voient autant d'étudiants aussi actifs en même temps. C'est clairement quelque chose qui met en activité les étudiants, et on sait combien c'est difficile pour des étudiants en début de cursus de se lancer à fond. Et donc dans cette demi-journée, ils doivent faire toute une série de tâches, et ils doivent aussi donner du feedback aux étudiants qui vont reprendre ce qu'ils ont fait pour aller un pas plus loin, etc. Et donc il y a vraiment un dispositif à ce niveau-là qui est vraiment important. Dans le cadre de la filière tourisme, le projet se déroule sur un quadrimestre, si je ne me trompe pas, et il y a un enjeu là plutôt sur la longueur de réflexion sur le fonctionnement du groupe qui est différent parce qu'on est en groupe 2, parce qu'il y a la durée, etc., qui permet ça, mais aussi avec tout un travail qui permet, je pense, une vraie réflexivité, notamment par rapport au prix de suivi de réunion, etc. Alors, dans la deuxième partie de l'atelier, qui m'a paru passer assez vite, hein, on passait à la dimension évaluation. Alors, dans le premier cas, Sciences Info, l'activité n'est pas certificative, elle n'est pas obligatoire, et donc on n'est pas dans l'enjeu de mettre une cote et de jouer un rôle majeur à ce niveau-là. Par contre, il y a tout un travail a posteriori, notamment de questionnement des étudiants, de sondage, qui permet d'avoir une image de ce qui se passe, de ce qui ont été les éléments importants. Et donc c'est une manière pour les étudiants de parler aux profs dans un cadre assez structuré,
mais aussi pour les encadrants, de renvoyer vers les étudiants la manière dont les choses sont passées. Et puis, un travail aussi assez intéressant qui montre comment, au cours du quadri, ces événements de projet suscitent une évolution du mode de fonctionnement et du niveau, du niveau des étudiants dans le cours, de leur niveau d'expertise, de leur capacité à s'emparer de la matière pour au final réussir le cours. Dans l'autre cas, il y a réellement une évaluation qui est assez impressionnante, qui a fait l'objet d'un long et complexe exposé, parce que ce système d'évaluation est réellement complexe. Il est impressionnant par sa complexité, par la richesse de tout ce qu'on y a mis. Il y a 25 items, qui sont des items, dans un premier temps, très qualitatifs et très élaborés, très explicités, connus des étudiants au départ. Et puis, il y a une transformation assez impressionnante pour passer du qualitatif au quantitatif, à fournir une cote au final. Processus qui devient vraiment très complexe et dont on peut se demander dans quelle mesure les étudiants saisissent toutes les subtilités, mais ça a comme effet qu'ils se rendent bien compte qu'il faut réussir sur toutes les facettes et qu'il ne faut pas se dire « Ah oui, là j'ai déjà bien réussi les 2 premiers paquets, donc pour la suite, je vais pouvoir me reposer un petit peu. » Et donc ça pose, cette complexité de l'évaluation me semble être un peu en résonance avec ce que j'ai entendu que Véronique disait. Et donc je pense que c'est peut-être quelque chose qui mérite d'être débattu dans la table ronde. Jusqu'où est-ce qu'on a envie de mettre de la complexité, parce qu'à un certain moment on peut se dire que ça devient très très lourd, et jusqu'où est-ce qu'on veut faire autre chose. Voilà. Je pense que c'est ça, il y a matière à débat là-bas. Je vais m'arrêter ici, en espérant que les participants d'atelier se retrouvent plus ou moins dans ce qu'il y a dit. On passe à l'atelier 3. Alors, nous, on a eu 2 présentations. La première présentation par Thibaut Jacquinet, qui travaille à l'INALUX, et la deuxième présentation par Xavier Lejeune, de l'EAPC Fléron-Charlemagne, et c'est de la promotion sociale. Alors, au niveau de Thibaut Jacquinet, ça concerne le bloc 1 en gestion des ressources humaines, et ça concernait un dispositif qui impliquait plus ou moins une centaine d'étudiants. Le deuxième dispositif auquel on a été exposé, c'était un dispositif qui concernait 18 étudiants en comptabilité et notamment en analyse de bilan d'entreprise. Alors, je vous dispense de ce qu'il y a des spécificités de chacun des dispositifs parce que je pense que ça vaut la peine d'aller les regarder. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans les 2 dispositifs, c'était les caractéristiques qui impliquaient la sorte de tâches proposées aux étudiants. La première, c'est que chacune des tâches qui étaient proposées, donc que ce soit dans l'analyse de bilan ou que ce soit encore dans la gestion des ressources humaines, un cas pratique de terrain qu'ils puissent réinvestir au niveau de leur stage, c'est finalement l'authenticité de la tâche et donc que ça avait un sens pour les étudiants. La deuxième chose qui m'a interpellée aussi, c'est la contrôlabilité que vous laissez aux étudiants par rapport aux tâches qui sont proposées. Et donc, ils ont des choix à poser et vous leur laissez une marge de manœuvre. Et enfin, la troisième chose, c'est que vous leur donnez finalement à percevoir les compétences dont ils disposent et les compétences qu'ils vont devoir développer pour pouvoir évaluer les travaux des étudiants qui composent leur classe. Et donc finalement, c'est très variable et c'est ce qu'on trouve dans le modèle de motivation de Villot. Et ça ne m'étonne pas que vos étudiants soient motivés à participer à cette expérience parce que quelle richesse vous leur apportez en proposant ce type de dispositif. Et donc je voulais vraiment vous féliciter pour l'investissement que vous avez mis que vous prenez et que vous mettez en œuvre pour leur proposer ainsi des procédures aussi innovantes parce que malheureusement on n'est pas souvent valorisé dans nos institutions respectives et donc félicitations pour cette démarche. La deuxième chose que je voulais mettre en valeur, c'était finalement le dispositif d'évaluation que vous avez mis en œuvre et finalement la manière dont vous
permettez aux étudiants de se l'approprier. Vous préparez les étudiants à cette évaluation, mais vous les outillez et vous les entraînez à employer les outils que vous mettez à disposition. Donc les étudiants ne sont pas lâchés dans la nature, ils sont vraiment préparés et vous les outillez pour pouvoir évaluer correctement les travaux de leurs compères au sein de la classe. Ils se testent également pendant l'année et donc on voit à quel point vos dispositifs sont riches. Je reviens à ce qui avait été dit et la question qui avait été posée lors de la première partie de notre après-midi. Moi, je pense qu'en pédagogie, tout est possible. Et en évaluation, on peut tout faire, excepté forcément les châtiments corporels. Mais par contre, tout est une question de dosage. Et vous avez une richesse dans vos dispositifs parce que vous variez, je rejoins ce qui a été dit lors de l'atelier numéro 1, c'est que vous variez les moments d'évaluation, les types d'évaluation, les acteurs qui interviennent dans les dispositifs d'évaluation, et tout ça vous permet au final d'avoir une richesse parce que vous avez cette richesse de prise d'information à différents moments avec des types d'évaluation différentes et des acteurs différents. Donc, encore une fois, félicitations pour tout ce travail de réflexion pédagogique qui vient en amont de la mise en place de ce travail de groupe et finalement l'appropriation par les étudiants de toutes ces démarches. Je voulais juste terminer en vous laissant par rapport à une réflexion. J'ai l'habitude de faire partie des évaluations EQUES et donc on se rend dans beaucoup de hautes écoles et d'universités. Et moi, dans mon université également, ce que je constate, c'est que parfois, les étudiants souffrent d'indigestion de travail de groupe. Parce que malheureusement, on est né dans le guidon, on a cette masse d'étudiants, on se dit « ah ça va, je ferai un travail de groupe », parce que ça va me permettre de gagner du temps, et c'est humain, c'est tout à fait normal. Par contre, rarement, on prend l'occasion de se concerter avec ses collègues et de se dire, tiens, qu'est-ce que tu fais, toi, qu'est-ce que tu proposes comme type d'évaluation dans le cursus dans lequel on intervient. Et lorsque vous allez comptabiliser le nombre de travail de groupe que les étudiants ont à réaliser, c'est parfois assez affolant. Et donc, revenons à une réflexion de base et de se dire, est-ce que vraiment le travail de groupe, c'est la méthode qui correspond le mieux, qui va me permettre d'atteindre les acquis d'apprentissage de départ et qui va me permettre au mieux d'évaluer les acquis d'apprentissage que je me suis fixé. Parce que c'est génial le travail de groupe, ça développe énormément de compétences, mais parfois, ce n'est pas nécessaire de mettre en place un travail de groupe. D'ailleurs, j'ai entendu certains de vos collègues qui aujourd'hui disaient oui, parfois quand je leur donne la possibilité de choisir entre faire le travail de manière individuelle ou en binôme ou en trinôme, ils choisissent de manière individuelle. Ben, c'est peut-être juste parce qu'ils en ont marre d'avoir du travail de groupe. Alors je ne dis pas qu'il faut arrêter le travail de groupe, loin de là, mais se concerter pour voir si finalement ça ne devient pas une mode de proposer le travail de groupe. Et encore, une fois humainement, moi je peux comprendre que ce soit plus facile de travailler en groupe pour des questions de disponibilité de ressources. Voilà, merci. Merci bien. Il y a déjà des questions qui ont été suggérées. Peut-être il y en a qui viennent de vous maintenant, après tout ce que vous avez entendu, de la conférence, des ateliers, des synthèses ici. Est-ce que certaines d'entre vous pourraient poser une question? Je ne sais pas si tu as le micro, peut-être qu'on Oui, ça peut aller comme ça. tout le monde. J'étais dans les ateliers, l'atelier 2, quand j'hésitais avec l'atelier 1, donc j'ai une question concernant l'atelier 1. Vous avez parlé de tuteurs, je pense que c'était Madame Collot alors. Ces tuteurs, ce sont des étudiants d'année supérieure. Alors, deux types de tuteurs. J'ai des anciens Jean-Louis, donc je travaille avec les amis qui viennent bénévolement coacher des groupes. Et puis, comme j'ai plus de groupes que de tuteurs externes, entre guillemets, je complète avec des élèves moniteurs qui encadrent d'autres groupes. Et là, je mets 2 élèves moniteurs par groupe pour qu'ils puissent s'installer dans les. Mais on a une majorité d'anciens Jean-Louis qui reviennent pour encadrer nos étudiants et pour leur donner un peu de temps. Bénévolement. Là, on a une chance inouïe. Oui, vraiment. D'autres questions? Alors, peut-être que les experts ont des questions à poser entre vous ou à l'Assemblée. On peut revenir sur la question de la complexité, jusqu'où il y a plusieurs questions clés. Hein, donc là, tout à la fin, on a entendu cette question, mais
méthode qui convient, compte tenu des acquis d'apprentissage à atteindre, notamment les apprentissages terminaux et les compétences. Dans la conférence, c'était aussi mentionné tout à l'heure. Et puis, une fois que le dispositif est en place et justifié, bon, ben, jusqu'à quel degré de complexité peut-on aller alors, complexité, on peut y revenir, hein, peut-être on pense à cette manière de passer du qualitatif au quantitatif. On a eu des exemples, effectivement, où on sent que c'est... Bon, on est contraint de mettre une note, mais voilà, qu'est-ce que ça implique? C'est quand même assez énorme comme dispositif qui est difficile à faire comprendre par les étudiants. Est-ce que vous voulez revenir sur cette thématique-là, la complexité? Ouais, je peux revenir un peu là-dessus. Oui. Okay. Je pense que ça c'est apparu dès la conférence initiale, mais aussi assez bien dans l'atelier que j'ai fait en tout cas, mais je pense aussi dans les deux autres ateliers, ce type de méthode d'enseignement a une grande richesse parce qu'il y a des tas de facettes qui arrivent ensemble. C'est probablement une des méthodes les plus riches qui existent parce qu'elle mobilise tout plein de choses, et je pense que c'est une vraie force. Alors on évalue, et souvent j'entends des collègues dire oui, mais je suis inquiet parce que est-ce qu'on va arriver à évaluer qu'est-ce qu'on fait avec les passagers clandestins, avec les étudiants qui font le moins possible, le strict minimum, voire en dessous du strict minimum, comment arriver à identifier ça. J'ai entendu rarement, parce que c'est plus difficile à exprimer, je crois, dire aussi oui, mais moi j'ai envie d'avoir une cote vraiment excellente et le reste du groupe me tire vers le bas, et donc voilà, on entend bien. Et donc je pense que ça traduit bien la difficulté de remettre une cote qui apparaisse correcte, juste, etc. Et alors, je pense que c'est toi qui as évoqué la question de la triple concordance aussi, hein, d'arriver à ce qu'on évalue que quelque chose qui est voulu, qui est entraîné, etc. Je ne sais pas s'il faut vouloir tout coter. Je ne sais pas s'il faut vouloir être parfait. Dans la pratique, j'ai vu à un certain moment des passagers clandestins qu'on décèle au dernier moment, et qu'est-ce qu'on fait de ça? Et puis en fait, on décèle tard, à un moment où on a déjà mis beaucoup de choses en place, donc c'est un peu difficile de changer les règles. Hein. Théoriquement, on ne peut pas changer les règles d'évaluation en cours de route. Résultat, en fait, c'est la cohorte suivante qui n'a pas pris du passager clandestin parce qu'on a rajouté une machin pour s'assurer qu'on n'aurait pas le même. Bon, après, il y en aura un autre. Hein. Et donc, est-ce qu'on a besoin jusqu'où est-ce qu'il faut monter la complexité, la rigueur, etc. du système? Et à quel moment est-ce que ça commence à pénaliser l'enseignement? Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est enseigner, et c'est pas coter, c'est pas évaluer. Je sais bien qu'il faut évaluer. Mais voilà, je trouve qu'il faut être prudent et ne pas... l'équité absolue ne finit-elle pas par tuer une partie de la richesse du processus, ou par épuiser les profs, hein, les encadrants, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on s'épuise là-dedans, sauf si on considère que c'est l'essentiel de nous. Je crois qu'il y a un peu de l'équité à ce niveau-ci. Non, je voudrais peut-être poser une question qui rejoint la réflexion de notre Massime. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'il y avait parfois trop de travaux de groupe. Et c'est vrai que quand il y a beaucoup de travaux de groupe et qu'en plus on n'arrive pas à identifier les éléments, je ne sais pas comment vous les appelez, là, les passagers clandestins, c'est là qu'on est aussi inquiet de se dire qu'un étudiant va peut-être réussir plusieurs crédits en ayant participé chaque fois à des groupes avec de bons groupes. Est-ce que vous avez les recommandations, donc je m'adresse à vous tous, des recommandations en termes de proportion de travaux de groupe sur un cursus? Est-ce qu'il faut en envisager tous les ans, plusieurs fois par an, etc. Encore une fois, je pense qu'en pédagogie, il n'y a pas de recette miracle. Et donc, tout est une question de dosage. Je pense que la première chose, c'est peut-être la concertation, d'avoir connaissance finalement du nombre de travaux de groupe. Peut-être qu'il y en a beaucoup, mais peut-être qu'ils sont répartis dans le temps et que finalement, ça permet aux étudiants de pouvoir les réaliser tous à des moments différents. Donc, bon, je ne pense pas qu'il y ait des recherches qui montrent à combien de pourcents on veut avoir de travaux de groupe, mais en tout cas, tout est une question de dosage et la concertation elle est primordiale pour se rendre compte du nombre de travaux de groupe qu'ils ont à réaliser. Ça, je pense que c'est la base. Parce
qu'on ne prend pas le temps de le faire. Ou alors, il y a peut-être une institution qui le fait, et dans ce cas-là, chapeau, félicitations. Mais moi, j'en connais pas. En tout cas, chez moi, on ne le fait pas. Je voulais rebondir en prenant l'exemple concret. Donc, nous, on a travaillé, donc on est la cellule soft skills. Donc, c'est vrai que, moi, j'ai passé 15 ans au service de psychologie, pédagogique, donc pour être été pédagogue, et pourtant, je dis comme Robert que pour moi, c'est beaucoup plus important d'apprendre à travailler en équipe que de vraiment vouloir évaluer tous les carats de ma compétence. Et j'ai la chance, heureusement, dans cette cellule, d'être très souvent en intervention pour aider les étudiants, pour les accompagner à évoluer dans leur capacité à travailler en groupe. Et assez rarement, on nous demande de travailler l'évaluation, sauf si c'est vraiment précisé comme un objectif en soi important dans l'engagement pédagogique. Et alors, à juste titre, on l'évalue. Mais la première chose qu'on travaille avec les enseignants, c'est pour nous, on n'évalue pas ce à quoi on ne forme pas. Et considérer que c'est acquis de savoir travailler en équipe parce que depuis toujours, depuis qu'ils sont à l'école primaire, travailler en groupe, donc madame, ça travaille en groupe, c'est faux. Et moi, dans plein d'auditoires, j'ai ces étudiants en face de moi, quand on parle travail de groupe avec le mot, c'est surtout, ils détestent ça. Alors quand je dis ils aiment bien, quand j'entends ils aiment bien, ça m'étonne parce qu'en fait, ce qu'ils ont souvent appris, c'est quand ils ont fait des travaux de groupe pendant leur cursus, c'est à un peu se méfier et ne pas trop aimer le travail de groupe. Et je ne jette absolument pas la pierre aux enseignants. Je suis à la base institutrice primaire, donc je sais tout ce que les enseignants font déjà et mettent en place. Ils travaillent beaucoup en groupe, mais je pense qu'il y a une différence entre utiliser le travail de groupe comme un moyen pour apprendre d'autres choses, ma foi, pour apprendre la géographie, le français, les maths, ou pour vraiment utiliser le travail de groupe comme une occasion de développer cette compétence-là. Et ce qu'on dit toujours, nous, c'est que pour nous, il n'y a pas de recette miracle. Et s'il y avait 10 bonnes clés pour bien travailler en groupe, ma foi, toutes les équipes qui travaillent en organisation seraient d'excellentes équipes travailleraient bien en groupe, même les personnes qui ont été très bien formées. Nous, on n'y croit pas. Donc notre façon de travailler, c'est qu'on va toujours travailler par apprentissage expérientiel. Alors toujours, vous avez entendu que, ça a été dit tout à l'heure, que par exemple à Jean Blou, on donne un cours qui s'appelle l'équipe organisation changement. Donc là, c'est un cours dédié à, mais il vient en bac 3, quand les étudiants ont déjà fait des expériences de travail de groupe accompagnés par des personnes qui les aident à réfléchir sur comment ils fonctionnent. Et là, on trouve qu'il y a une force à amener des éléments, des clés, des éléments théoriques, mais toujours sur base d'expérience. Donc on va en effet, et je pense que pendant leur enseignement primaire, secondaire, les étudiants, ils ont eu plein d'expériences, ils ont vécu plein de travaux de groupe, mais ils n'ont pas nécessairement été aidés à décoder ce qui s'y passait et à voir ce qu'il y a comme apprentissage, à prendre à la clé, comment évoluer, comment se remettre en question et comment mieux s'organiser. Et donc je trouve que, voilà, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous, on met de l'énergie avec les profs qui le souhaitent et dans les facs qui sont volontaires, c'est jamais imposé, mais on met une énergie à essayer de leur faire prendre conscience de l'intérêt de travailler en groupe et comment. Et c'est en réfléchissant eux sur une situation réelle qu'après on vient évidemment amener à leur des éléments théoriques mais qui prennent sens. Et on ne leur demande pas de lire 5 bouquins à l'avance sur le travail en groupe parce que d'expérience on sait que ça ne fonctionne pas. Et pour compléter ce que tu dis, je pense que ce qui est important, c'est d'apporter des outils justement pour leur apprendre. J'ai entendu ce matin, je ne sais plus qui disait, c'était notre intervenant, il a mis en ligne des ressources. Je pense qu'il ne faut pas en mettre 12 000 parce que ça ne sert à rien, comme ça vient d'être dit, les étudiants ne le lisent pas. Mais par contre, que vous proposiez des petits outils, d'abord un outil pour la première rencontre, cette première rencontre qui est primordiale dans un travail de groupe. Trop souvent, on lâche les étudiants en se disant, voilà, vous avez la thématique qui est posée, maintenant allez-y. Or, la première rencontre, elle a plein de sens, elle a sa raison d'être, la présentation des membres, des compétences différentes, le fait de mettre à jour la représentation par rapport au travail qu'on doit faire. Parce que souvent, les étudiants, à un moment, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas la même représentation du travail qui doit être fourni. Or, c'est un moment primordial pour se mettre d'accord sur la tâche à accomplir. Toute une série de choses. Dans le petit fascicule dont votre collègue vous parlait tout à l'heure, c'est 18 fiches outils. Il y a une fiche outil qui propose 8 étapes pour cette première rencontre pour les étudiants. C'est un outil qui peut servir. Je sais que chez nous, en faculté d'architecture, il y a un prof qui donne la fiche parce qu'il
met en place des travaux de groupe, il propose la fiche aux étudiants, et c'est un outil dont ils peuvent se servir. Un autre outil pour la gestion de conflits, parce que finalement, tout à l'heure, il y a quand même quelque chose qui m'a un peu interpellée, c'est qu'à un moment, à partir d'une date, on dit à l'étudiant, tu dois vivre avec. Moi, je suis désolée, je ne suis pas d'accord, hein, parce que si on ne l'a pas formé, si on ne l'a pas outillé l'étudiant à gérer le conflit, on n'attend pas une date, et si l'étudiant ne sait pas comment s'y prendre et qu'il arrive à la date, on lui dit tu dois vivre avec. Je ne suis pas tout à fait d'accord. J'estime que la première chose, c'est d'outiller l'étudiant, de lui apprendre. En tout cas, il y a des petits outils qui permettent en 6 étapes ou en 5 étapes de gérer un conflit, de proposer aux étudiants de s'entraîner, de proposer de tester l'outil, et puis de prendre la responsabilité eux-mêmes de gérer la situation conflictuelle. Et nous, on se met en position de ressources. À un moment, quand tout ça a été mis en place, quand les outils ont été proposés et ont été testés, je me mets en position de ressources, tu peux faire appel à moi en tant qu'enseignant, je peux intervenir. Et à un moment, on peut casser le groupe aussi. Quand tout a été mis en place et que ça ne fonctionne pas, il y a une dernière solution qui peut être prise par l'enseignant, c'est de dire on casse le groupe et on va proposer un travail individuel, parce qu'on ne peut pas laisser les étudiants dans une situation comme celle-là, dire ah ben tu vis avec, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et à un moment, il nous revient en tant que ressource d'intervenir, mais à la fin d'un processus qu'on aura outillé et dans lequel on aura préparé les étudiants à employer tous ces outils potentiels qui permettent d'apprendre à travailler en groupe. Merci. D'autres questions? Oui. Juste une réflexion par rapport à cette complexité qui était abordée. Il a été dans beaucoup de questions, et notamment dans le deuxième atelier, de grilles d'évaluation descriptives qui sont mises en place, qui sont nécessaires pour rajouter de l'objectivité et de la fidélité intercorrecteur entre les tuteurs. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec Robert, qu'il y a un moment où cette volonté critériée, il peut y avoir un vrai risque à vouloir rajouter tellement de critères qu'il y a presque un côté usine à gaz et un vrai risque au bout d'un moment que finalement ça mène à la surcharge cognitive pour tout le monde, pour les étudiants et pour les correcteurs, et une réelle difficulté par rapport à ça. Par contre, dans la complexité telle qu'elle apparaissait, notamment dans le dispositif de Catherine, on a vraiment une idée d'une évaluation très continue avec de multiples regards évaluatifs qui sont portés et qui amènent ces éclairages multiples, évidemment, un regard plus fin sur ce qui se passe. Et pour reprendre l'expression de Robert, comme il y a des feedbacks multidirectionnels par de multiples acteurs, pour finir, on a presque une espèce de décloisonnement entre l'enseignement et l'évaluation. Et ça permet peut-être même, parce qu'il n'y a pas que du quantitatif, il y a du qualitatif, d'évaluer des choses, notamment des compétences, des objectifs qui ne sont pas cognitifs, qui sont plutôt attitudinaux et qu'on ne peut pas évaluer d'habitude. Et donc une espèce de dialogue s'instaure, et le feedback est un peu finalement réductif à cette idée même de dialogue. C'est ça qu'on finit par avoir de manière presque continue, c'est un dialogue constant qui décloisonne un peu l'évaluation en enseignement. C'est comme ça que je l'ai perçu. Ça, je trouve par contre, c'est de la complexité, mais qui va dans le bon sens. Ouais. Et qui est un dialogue auquel ils seront confrontés aussi dans le monde professionnel. Ces moments où on se met ensemble, on lève un peu le nez du guidon et on discute de comment on fonctionne ensemble. Parce que souvent, moi j'entendais tout à l'heure dans la présentation aussi, ces conflits de personnalité. Alors, j'ai un collègue psychologue clinicien qui travaille avec moi, donc beaucoup plus à même d'expliquer ça que moi évidemment, mais ils sont très rares. On pense que ce sont des conflits de personnalité, mais souvent c'est la partie visible de l'iceberg et les gens n'arrivent plus à travailler ensemble parce qu'ils en viennent à se crisper et à se voir, parce qu'avant ça, il y a eu une série de choses qui n'ont pas été mises en place de l'ordre de l'organisation, de la structuration des choses, de la répartition des tâches, de l'écoute, pour pouvoir éviter d'en arriver à je ne sais plus te voir, je n'arriverai plus à travailler avec toi. On préfère prévenir, et donc régulièrement dans les travaux qu'on accompagne, même s'il y a des outils disponibles pour les étudiants, on les voit aussi pour prendre ces moments, les forcer à ces moments de prise de recul et de discussion, et toujours de manière collective. Nous, on n'écoute pas un étudiant qui vient se plaindre des autres qui ne bossent pas, parce qu'on part du principe qu'un problème d'équipe doit se résoudre en équipe, et dans la vraie vie, ce sera comme ça aussi, il faut oser se confronter aux personnes avec lesquelles on a des soucis et dire. Alors évidemment, ça se passe dans un cadre plus sécurisant. Je ne suis pas le titulaire de cours à ce moment-là, même si je suis en charge d'un cours et que je peux le faire, mais après avoir créé évidemment une certaine confiance et installé une série de cadrages avec les étudiants pour ça. Mais je trouve que ça, c'est des moments forts où ils apprennent vraiment.
Et c'est parfois au départ d'une grille de critères d'auto-évaluation de fonctionnement de groupe, mais on va confronter nos évaluations respectives et voir qu'il y a des écarts et essayer de discuter, je dis toujours, sur des critères analytiques, à quoi j'ai vu des choses qui fait que ça ne fonctionne pas, parce que parfois on fait spontanément, hein, d'abord le niveau esthétique, j'aime pas, ça n'apporte rien, ou bien parfois le niveau moral, c'est bien, c'est mal, ça n'apporte rien, donc on essaye vraiment de chaque fois leur faire retomber sur les pattes de mais qu'est-ce qui s'est passé, décrivez-moi, en quoi ça pose un problème, quels sont les enjeux de chacun là derrière, et puis comment on peut ensemble trouver une solution pour dépasser ce problème. Et les étudiants, ils la trouvent. Alors voilà, c'est un peu la procédure pour ceux qui se connaissent de médiation, et c'est une casquette que j'ai, mais je pense que c'est un outil formidable pour traiter toutes les situations de collectivité. C'est trouver ensemble la solution entre nous et en discutant, et éventuellement avec évidemment l'aide d'un accompagnateur, et parfois c'est avec l'aide du prof. Donc moi je travaille quand même souvent avec le prof matière, pour régler les choses. Mais c'est comme ça qu'on va pouvoir diagnostiquer la situation, la comprendre et chercher des solutions, plutôt que d'attendre auprès de quelqu'un qui viendrait une hétérosanction et une hétérostructuration, alors qu'ils sont totalement capables de s'auto-structurer et de s'auto-évaluer, mais en discutant collectivement. Donc vraiment la force, mais ça c'est peut-être la psychosociale qui nous amène ça, mais la force du collectif fait que c'est possible, mis à part que moi j'ai une position tierce qui n'est pas celle d'évaluatrice, mais d'accompagnement des groupes. Dans ce que tu dis, il y a l'idée, me semble-t-il, d'avoir des moments où on se pose et où on réfléchit à la manière dont on fonctionne. Et je pense que ça, c'est un enjeu qui n'est pas facile et qu'on vit dans un monde où on court tout le temps et on a une pression et il y a trop de travaux, peut-être trop de travaux de groupe, etc. Et donc, je pense que ça, si on arrive à imposer, parce que je pense qu'il faut imposer ces pauses, ces moments où on peut prendre un peu de distance, je pense que c'est une vraie richesse si on arrive à le faire dans ce cadre-là. Et c'est pas facile parce que ça, voilà, déjà, ne pas faire de la matière mais faire des soft skills, c'est un peu un gaspillage quand même, parce que ma matière c'est quand même plus important que ton truc que ça, hein. Enfin, on a beaucoup travaillé ensemble. Et en plus, s'arrêter pour ça, mais voilà, je pense que ça vaut la peine. Consacrer un peu de temps si on peut. Et je pense que c'est en montrant ça aux étudiants qu'en fait ils voient l'intérêt. Parce que tu dis ces moments doivent être imposés, c'est vrai que souvent on les impose 3 mois sur l'année, et puis on laisse les séances libres pour les groupes qui souhaitent en avoir plus. Parce qu'on dit toujours, l'équité elle est là, c'est donné en fonction des besoins, c'est pas donné à tout le monde la même chose. Et bien de plus en plus les étudiants ils viennent vers nous avec des vraies demandes d'aide à la recherche de solutions et parce qu'ils ont envie que ça fonctionne mieux. Donc je veux dire qu'ils sont forcés, mais ils en redemandent aussi parce qu'ils voient l'intérêt, et ce n'est qu'en le vivant qu'on peut voir de l'intérêt et pas avec une théorie sûre, enfin, on voit sur l'intérêt qu'ils ressentent le besoin de notre région. Merci. Moi ça me fait directement penser à ce que j'ai entendu dans notre atelier, à la fois Jean-François qui et ses collègues, ses 3 autres collègues demandent des rapports réflexifs aux étudiants, rapports réflexifs collectifs, rapports réflexifs individuels, c'est apparemment très riche en information, et on cherche à avoir la cohérence. S'il n'y a pas une cohérence, alors signal et autorégulation. L'autorégulation est prioritaire avant que l'enseignant n'intervienne, et donc ça fait vraiment écho. Et du côté de Géraldine, eh bien, il y avait une réflexion en cours à ce sujet-là. Il y a des feedbacks, mais comment placer l'autorégulation? Pas évident parce que là, le timing est vraiment très, très serré, mais à mon avis, il va y avoir une recherche progressivement aussi de moments comme ça réflexifs. Dans les autres ateliers, j'imagine que c'est aussi apparu dans les dispositifs. C'est peut-être quelque chose sur lequel il fallait insister. Ici, on l'a fait. Est-ce que ça entraîne encore de nouvelles questions? Oui, vas-y. C'est plus une réflexion qu'une question. En fait, je pense que les retours qualitatifs sur l'implication dans le travail de groupe sont importants parce qu'il y en a plein qui ne se rendent pas compte, qui sont perçus de cette manière-là. Par exemple, des étudiants qui sont très perfectionnistes
deviennent des étudiants qui peuvent donner des coups de stress dans leur groupe sans s'en rendre compte. Et donc ils n'aiment pas les travaux de groupe parce que ça se passe toujours mal et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont peut-être à l'initiative de ça. Et je trouve que ne pas attendre que ça se passe mal, leur donner un retour qualitatif sur comment ils sont perçus dans le groupe, mais d'une manière pas spécialement pénalisante, ça leur permet aussi peut-être de s'autoréguler et de se remettre peut-être un peu en question et d'évoluer dans ce sens-là sans attendre le clash où ben, ils sont montrés du doigt comme étant le pestiféré du groupe alors qu'ils n'en ont aucune conscience. En fait. Ça peut même être violent pour certaines personnes de voir comment les autres le perçoivent dans le groupe. Et donc ça, je trouve ça hyper important, au-delà de la note. Et vice-versa, évidemment. Aussi, celui qu'on voit comme celui qui ne faisant rien, il peut parfois arriver à exprimer qu'en fait, il ne trouve pas sa place. Parce qu'il y a quelqu'un qui est tellement exigeant et qui veut tellement prendre les rênes que. Donc, ce dialogue-là, au sein du groupe, est vraiment important pour. Ça me fait penser à des méthodes d'analyse de personnalité comme DISC ou comme Colors. De plus en plus d'enseignants chez nous demandent des formations par rapport à cela pour leur propre travail d'équipe, mais aussi pour aider les étudiants. Et il y a ces institutions qui font passer les tests de conditions modélistes. Oui. Tu n'en passes aussi, c'était le truc de 1000. Face à tous ces étudiants qui veulent. Je pense qu'on arrive au timing qui a été annoncé, 17h30, le drink de clôture. On peut en rester là, oui. Un grand merci en tout cas aux trois experts. Merci à notre intervenant de l'Université de Montréal-Québec. Et on le contactera pour le remercier encore, bien sûr, il est là. Merci à vous d'avoir participé. Je pense qu'il n'y a plus personne sur ce stade-ci qui nous suit à distance. Ce n'était pas filmé ici, c'était entre nous. Mais n'hésitez pas à propager autour de vous ce que vous avez entendu comme